Voilà, donc nous sommes, durant ces 2 journées, nous retrouvons des collègues, des chercheurs, des doctorants qui avaient été présents à Roscoff, dans une école thématique du CNRS. Donc, l'ouvrage issu de cette école thématique, Soundspace, et non pas Soundscape, va paraître en novembre. Et c'est à Roscoff, au bord d'une autre eau et d'autres vagues, que j'ai connu André Timpony, donc qui est doctorant à l'EHESS et rattaché à l'équipe son au pluriel et musique au singulier du CRAL, Centre de recherche sur les arts et le langage. André Timpony a fait des études musicales à l'Université fédérale de Minas Gerais au Brésil jusqu'en 2008, où sa formation portait sur la composition, la pédagogie et la musicologie. Donc, en musicologie. Il a ensuite orienté son parcours vers l'histoire, donc on le sent donc dans l'organisation de ces journées d'études. Il a donc soutenu un master d'histoire contemporaine avec spécialité histoire et audiovisuel à Paris 1. Et maintenant, donc, il est donc dirigé dans sa thèse par Martin Kaltenecker et Esteban Busch. Ses recherches portent sur l'histoire des technologies du son et sur l'histoire de l'écoute au XXe siècle. Son projet concerne les débuts de la radiophonie en France. Ce projet a reçu le soutien exigeant, je le sais, du ministère de l'Éducation brésilien, et il a été retenu cette année pour une résidence à la Cité internationale des arts, ce qui nous vaut le plaisir d'être ici aujourd'hui. Donc il a publié un texte sur le binôme radio-cinéma dans les années 20 et 30 dans la revue Saint-Onne, et il va publier donc dans l'ouvrage plutôt, issu de l'école thématique de Roscoff. Son titre qui s'est affiché, je vais le rappeler, De l'amateur sans filiste au radioélectricien, technique du son et compétences d'écoute au début de la radiophonie. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Pour comprendre ce que l'émergence de la radio a représenté dans l'histoire des technologies du son, il faut saisir le contexte technique dans lequel se sont élaborées les premières pratiques d'écoute radiophonique. L'avènement de la radio s'accompagna de l'émergence d'une vaste littérature technique destinée à rendre compte des avancements qui se produisaient en vitesse dans le domaine de cette électroacoustique naissante. Ouvrages de vulgarisation, manuels, opuscules thématiques, revues scientifiques, magazines, nombreuses étaient les publications spécialisées permettant à un tout nouvel auditoire d'apprendre les tourdements nécessaires pour la pratique de la téléphonie sans fil, la dite TSF. L'examen de ces sources révèle la figure d'un auditeur dont les compétences requises s'identifiaient à celles d'un opérateur, celle, en l'occurrence, de l'amateur sans filiste qui construisait, manipulait, réparait lui-même son poste récepteur dans une relation intime avec l'univers de la radioélectricité. La carte du royaume de la radiophonie, que vous pouvez regarder là, que je vous présente, offre une vue privilégiée du contexte technique au sein duquel s'est développée la TSF, qui était présentée déjà en 1923 dans le dictionnaire de la vie pratique, comme, je cite, la plus merveilleuse application à la vie courante des découvertes relatives aux ondes électriques. Cette illustration a été faite par Raoul Auger et a été publiée dans une brochure de la compagnie des lampes Mazda en 1933. C'est un document qui appartient au musée de Radio France. Le choix de placer les lampes au centre de ce royaume ne relève pas seulement d'une stratégie publicitaire. Elles ont occupé en effet une place primordiale dans l'univers de la TSF. Autour des lampes s'élabore un imaginaire technique et s'instaurent de nouvelles pratiques d'écoute. Outre leur propriété d'élargir la portée de la détection, les lampes présentent ceci d'important qu'elles permettent à l'auditeur de faire du HP, c'est-à-dire, dans le vocabulaire des sans-filistes, d'amplifier suffisamment le signal reçu pour alimenter une bonne audition avec un haut-parleur. La technique qu'on utilisait naguère pour une réception avec galène
consistait simplement en transformer le courant reçu en courant audible, et l'auditeur désireux d'obtenir une certaine puissance dans sa reproduction devait utiliser un casque. En libérant l'oreille de l'auditeur, en lui permettant désormais de partager son écoute, les lampes transforment considérablement les rapports de l'auditeur avec l'espace sonore. De surcroît, lorsqu'elles sont placées à l'extérieur de l'appareil, ce qui était très souvent le cas, les lampes éclairent. Elles produisent dans la pièce une atmosphère singulière du fait de la plaque qui entoure le filament incandescent et en affaiblit la luminosité. Elles diffusent une brillance incertaine, créant un contraste particulier avec le noir du jour qui décline. D'après la description d'André Queroy, qui était chroniqueur dans le journal Gringoire à l'époque, cela semblait influencer l'état de réception de l'auditeur, celui-ci étant à l'écoute surtout durant la soirée. Le soir, dans la pénombre, toutes empoulettantes, dans cette atmosphère fantastique où se mettent à vivre les appareils de musique mécanique, phono ou radio, dès que l'on fait l'obscurité, les 6 lampes du poste ont l'air de veilleuses au fronton de l'invisible. Voilà la citation. Donc vous voyez là un modèle de lampe de radio et la petite plaque qui entoure le filament et qui rend plus faible la luminosité. À ces qualités, donc portée de la détection, distance de la captation et possibilité d'avoir une bonne reproduction avec un haut-parleur, donc à ces qualités s'ajoute un problème. Contrairement au schéma relativement simple employé pour la construction des récepteurs à galène, le montage de l'appareil à lampe, sa construction, son utilisation correcte, implique un certain niveau de formation technique dont peu d'amateurs faisaient réellement preuve. Voici ce que dit toujours André Queroy à propos de son nouvel appareil récepteur. Nous sommes en 1929. C'est si beau et si compliqué que d'abord on n'ose pas y toucher. Il y a tant de cadrans qu'on s'y perd, tant de manettes qu'on n'aura jamais assez de doigts pour les manœuvrer, tant de vies visibles et invisibles qu'il faudra dévaliser les quincailliers pour les remplacer toutes. On a le sentiment qu'il faut sortir de Polytechnique ou de Centrale, École centrale d'électricité, pour tirer congruement des sons d'une machinerie si compliquée. Avec ces monuments scientifiques, adieu la paresse des faciles écoutes. Il faut se faire une âme et un geste d'ingénieur. L'art de l'amplification ne s'apprend qu'au moyen d'une curiosité scientifique accentuée de la part de l'amateur. Mal choisi, mal installé, disposé selon un ordre incorrect, les lampes sont susceptibles d'occasionner de graves problèmes de reproduction. Elles ajoutent des harmoniques qui n'existent pas dans le signal reçu, elles en alimentent et renforcent d'autres qui ne devraient pas l'être. Le manque de formation technique de l'auditeur devient alors un problème central, un problème collectif, auquel les magazines spécialisés répondent par la multiplication du nombre de textes pédagogiques. Le sans-filiste débutant, se laissant duper par des pièces d'occasion défectueuses, poussant à l'extrême la pratique du bricolage, était une menace pour l'évolution de la radiophonie, car la mauvaise réception, projetée à travers le haut-parleur, répandue dans le voisinage, renforce l'intolérance et la répugnance envers la TSF. La mauvaise réception contribue à disséminer une image négative de la radio, dans un moment où il fallait, au contraire, convaincre de nouveaux adeptes, fortifier son pouvoir d'action auprès de l'État, s'affirmer face à la méfiance d'une élite intellectuelle qui n'accordait que peu de ses productions au médium radiophonique. L'ignorance technique apparaît aussi comme l'un des obstacles auxquels se heurtait le projet d'une radio qui prétendait, dans le sillage d'un cinéma en plein essor, atteindre une autonomie artistique et conquérir une place parmi les nouveaux arts mécaniques de ce premier XXe siècle. Un certain Henri Hirschman fera le point sur cette question
dans une intervention donnée au Congrès international d'art radiophonique tenu à Paris en 1937. L'auteur présente dans son exposé le résultat des épreuves auxquelles il avait soumis une trentaine de sans-filistes. Voici ce qu'il dit. Le résultat de cette enquête est peu encourageant. 5 sans-filistes seulement ont mis à peu près exactement leur appareil au point. Pour les autres, il semblerait qu'ils éprouvent une joie sadique à faire le plus de bruit possible et à gêner leurs voisins pour leur prouver que leurs appareils ont la même puissance que les haut-parleurs de meetings populaires. Et c'est avec un orgueil non dissimulé que certains m'ont fait entendre des vociférations impressionnantes. Un autre auteur aborde le problème dans ce même congrès. Il s'agit, dans son intervention, de proposer un projet d'action contre les auditeurs trop bruyants. Voici un extrait de son texte. Un sans-filiste qui exagère peut rendre un ou plusieurs immeubles absolument inhabitables. En effet, comme la force appelle la force, la puissance répond à la puissance, des joutes sonores ne tardent pas à s'organiser de fenêtre à fenêtre. Ceci aux grandes dames des nerfs de ceux qui n'entendent ni ne veulent participer à cette lutte implacable. Pour porter remède à ces mâles de la tonitruance des haut-parleurs, qui sévit tout lieu, autant la campagne qu'à la ville, il est nécessaire que ce premier congrès international prenne position en organisant une croisade éducative des auditeurs qui le plus souvent exagèrent sans s'en rendre compte. Ils poussent la puissance de leur poste de façon abusive parce que un voisin proche en fait autant, voilà tout. Voilà donc quelques images. Un sans-filiste devant son haut-parleur qui crache des pluies. Un sans-filiste qui a une lampe carrément accrochée à sa tête, donc qui montre une interpénétration très, très visible de l'homme et de la machine, et qui soutient le cadre détecteur aussi à sa main. Juste quelques extraits de titres d'articles pour former les sans-filistes. Voilà une image, un sans-filiste sur sa table de travail en train de construire son poste. Une annonce de magasin de pièces radioélectriques. Et donc là, cette affiche du poste, le super hétérodyne qui a été célèbre à l'époque. Donc cette image semble particulièrement frappante par cette oreille qui se confond avec l'appareil et une décharge électrique qui parvient à son centre. Donc. On peut voir par ces quelques éléments la dimension du problème qu'a posé l'amplification du son radiophonique, cette séduisante possibilité que disposait le sans-filiste de pouvoir amplifier le son pratiquement sans limite en rajoutant à son récepteur des lampes amplificatrices. Donc, après avoir montré cette problématique liée à l'éducation technique de l'auditeur, je voudrais passer au problème aussi large que peut étudier des bruits parasites, car il faut rappeler que cette masse sonore amplifiée et renversée par les auditeurs était composée non seulement de musique ou de voix, mais aussi de sonorités beaucoup moins agréables. Selon le juriste Louis Bolker, qui soutient en 1933 une thèse consacrée aux questions de droit spécifiques à la TSF, je cite, « Il n'y a probablement aucune question se rattachant de près ou de loin à la radiodiffusion qui ait passionné davantage le public que le problème des parasites radiophoniques. » Fin de citation. Au bonheur qu'éprouvait l'auditeur d'écouter dans le confort de son intérieur sa chanson de prédilection, la retransmission de son opéra préféré, répond la version que suscitait, dans ses débuts de la radio, l'inéluctable invasion de bruits provenant des perturbations radioélectriques
que toute réception était susceptible de subir. Les bruits parasites avaient pour source soit la distribution et la consommation d'électricité, les bruits dits industriels, soit le changement et les perturbations de l'atmosphère, les bruits parasites atmosphériques. Je commence par étudier les parasites atmosphériques. Les bruits parasites atmosphériques étaient différents selon la région, selon l'heure de la journée, et ils étaient plus présents l'été que l'hiver. Voici ce que dit le journaliste critique à l'époque assez connu, Georges Armand Masson, dans une chronique consacrée à ce sujet. L'été venu, les parasites sont les véritables vedettes de la radiophonie. Bill Bocquet, Deortais, Georges Collin, Microvox, Georges Lyon, ce sont des vraies vedettes de la radio à l'époque, doivent s'effacer devant eux. L'artillerie des atmosphériques bombarde soir et matin nos haut-parleurs. Ce sont les orages eux-mêmes, dans leur langage percutant, qui se chargent de renseigner les sans-filistes sur les temps probables dans la région. Cette calamité ne peut laisser indifférents les techniciens qui multiplient dans les gazettes les descriptions de filtres, de circuits tampons, de bobines pare-chocs destinées à protéger nos tympans contre les diverses incongruités qui déshonorent la radio estivale. Mais l'histoire des bruits parasites ne se lit pas seulement dans la gêne et dans les témoignages d'hostilité. Pour savoir comment l'on distinguait ces bruits, pour savoir sous quelle forme ces perturbations se présentaient à l'oreille des auditeurs, il faut déplacer le regard de l'espace domestique, de la chambre de l'auditeur vers le laboratoire. Il faut s'interroger sur quelle réaction, quelle pratique d'écoute ces bruits ont-ils suscité chez les scientifiques. Ce langage des orages, auquel l'auteur fait référence dans cette citation, est constitué des bruits que les événements de la nature occasionnent en affectant la propagation des ondes recueillies par les récepteurs. Traduction sonore d'événements naturels alors méconnus par la science, les atmosphériques ont donc suscité une curiosité particulière chez certains scientifiques qui se sont livrés à leur étude, donc à leur écoute, dans le but d'obtenir des renseignements sur les phénomènes qui étaient à leur origine. Je cite maintenant le physicien Alphonse Berger. Des craquements violents entendus dans le téléphone d'un poste de réception sont l'indice d'un orage voisin qui s'approche si les craquements sont de plus en plus fréquents, qui s'éloignent s'ils sont plus faibles et plus espacés. Une forte nuée de grêle passant à proximité d'un poste récepteur y fait entendre un léger sifflement. Des claquements secs, espacés et faibles précèdent généralement une gelée printanière et en tout cas un abaissement de la température. Des crépitements nombreux, forts et fusants annoncent une dépression barométrique et présagent une tempête. L'approche de la pluie, du brouillard, en augmentant la conductibilité de l'air, améliore les réceptions qui sont contrariées par la sécheresse et le froid. Enfin, si le vent doit tourner, les signaux parasites sont de faible longueur d'onde et semblent s'égrener en chapelet. La préoccupation de l'auteur de faire correspondre si étroitement un bruit à sa cause est la réponse à une tendance plus ancienne qui consistait à considérer les atmosphériques comme des phénomènes sonores inexplicables, entourés d'un mystère inaccessible au raisonnement, des bruits dont les allures variables, tantôt âpres et repoussantes, tantôt exubérantes et musicales, seraient même capables de transformer chez l'auditeur l'aversion en fascination. En 1926, le chef de la section des transmissions de l'Office national météorologique, le capitaine Robert Bureau, dresse l'état de la question dans une conférence donnée à la Société des Amis de la TSF. Je le cite. Presque tous les auteurs sont d'accord pour distinguer deux classes principales d'atmosphériques. Certains atmosphériques forment des bruits isolés, nettement distants les uns des autres. Certains autres, au contraire, forment un roulement continu
souvent comparé à un mur qui s'écroule ou à un tombereau de pavés de grès que l'on vide. À côté de ces deux types prédominants, on constate d'autres genres de parasites tels que sifflement, bruit à allure musicale, crépitement continu, bruit de fond. Quand on utilise une antenne, la pluie et les précipitations en général produisent dans l'appareil récepteur un bruit caractéristique donnant l'impression qu'on entend la pluie tomber sur l'antenne. L'auteur souligne que parmi les diverses méthodes d'observation, celle qu'il appelle observation directe serait la plus efficace parce qu'elle aurait l'avantage de profiter des propriétés sélectives de l'oreille pour distinguer les diverses sortes d'atmosphériques et pour ne pas confondre les atmosphériques avec les parasites d'origine industrielle. La rigueur scientifique dans l'étude des atmosphériques reposait largement sur l'acuité auditive de l'observateur. Cette acuité se traduit dans un vocabulaire parfois extrêmement précis, et ce vocabulaire détaillé, cette précision dans l'observation auriculaire et dans la description morphologique des bruits, est perceptible également dans le domaine des études sur les parasites d'origine industrielle, qui, cependant, ont posé à la science des problèmes différents. L'ampleur que prend le phénomène de perturbation industrielle conduise l'administration, en effet, à créer une loi anti-parasite, notamment après l'instauration des taxes radiophoniques qui a fait que le droit de l'auditeur à une réception exempte de bruit soit officiellement reconnu. Après que cette loi anti-parasite a été mise en vigueur, l'École nationale d'arts et métiers de Paris crée un diplôme de radioélectricien anti-parasite en vue de former un réseau d'agents qui s'occupera désormais de répondre aux plaintes déposées par les auditeurs gênés par ces bruits. Le métier de radioélectricien antiparasite requiert également une grande précision de l'oreille. Comme un médecin qui ausculte le corps de son patient avec une attention diagnostique, donc qui vise à détecter un problème, ces chasseurs de bruit devaient être en mesure de reconnaître la source du problème à travers l'appréciation auditive du bruit manifesté dans le récepteur. Par exemple, vous pouvez suivre dans le tableau, un appareil médical entraîne normalement un ronflement aigu continu. Une enseigne lumineuse fait apparaître dans la réception un ronflement aigu intermittent à fréquence constante. Un certain type d'appareil régulateur de température suscite un claquement sec, unique et intermittent toutes les secondes, par exemple rappelant le coassement de la grenouille. Un sèche-cheveux électrique occasionne un bruit de sirène continu à totalité variable. Un tramway qui passe se manifeste dans l'appareil récepteur sous la forme d'un crachement intermittent, et ainsi de suite. Quelle que soit l'assise théorique et la complexité de telles élaborations autour des parasites, ces théories constituent un chapitre fort intéressant dans l'histoire des professions et des métiers de l'écoute. Mais les traces laissées par les scientifiques en ce domaine, le vocabulaire détaillé qu'ils ont employé pour décrire et interpréter les bruits, constituent aussi une source privilégiée pour la restitution de l'univers sonore qui fut celui de la radiophonie à ses débuts. Ces documents renseignent sur une dimension de l'histoire de ces médias que l'historiographie de référence en la matière semble avoir sinon négligée, du moins réduite à des considérations ponctuelles et peu documentées. Pour conclure, j'aimerais revenir à la carte du royaume de la radiophonie, dans laquelle on voit que l'auditeur malheureux qui aura franchi la porte des erreurs risque en effet d'accéder à la région lugubre du pays des parasites, que l'illustrateur a dessiné avec un humour révélateur. Voilà, plus proche le pays des parasites. Sauvages, agressifs et menaçants, les bruits y prennent corps sous la forme d'épouvantables créatures qui crachent des sifflements et crépitements vers la capitale des sons purs, qu'elles sont de toute évidence prêtes à assaillir.
Cette image offre enfin une visée d'interprétation intéressante. Malgré l'extension évidente que l'auteur attribue au pays des parasites par rapport à l'ensemble de ce territoire, cette région de la carte ne peut être véritablement saisie qu'à travers un déplacement de regard en allant du centre vers la périphérie, en portant, comme le préconise Alain Corbin, je cite, une particulière attention à l'inactuel, à l'insolite, à ce qui est décrété dérisoire, fin de citation, on peut alors accéder au territoire des sons indésirables. Et l'on remarquera que la seule porte représentée dans ce vaste royaume est bien celle qui sert à séparer les bruits, celle qui établit de façon allégorique la frontière du tolérable et de l'intolérable et qui devient dès lors métaphore de la lutte historique contre le bruit. Voilà, merci.